Donc on a pris l'autre option, donc, qui est donc de faire une étude rétrospective en se servant de la phrase de l'AMM qui fait de la choline un agent d'exploration de métabolisme. Donc la première phrase de son AMM, c'est que la choline est utilisée pour faire l'imagerie TEP des pathologies et organes dans lesquels une augmentation du métabolisme de la choline a été démontrée. Alors c'est écrit comme ça. Puis alors après c'est en particulier, ou deux points, mais ça ne limite pas absolument à ces indications-là. Donc à partir du moment où on a démontré clairement que la choline était accumulée dans les parathyroïdes, et ben donc on a fait donc, notre affaire sur la parathyroïde. Voilà. Alors là, on va revenir à nos premières amours, c'est-à-dire l'adénocarcinome prostatique, puisqu'on avait démontré il y a quelques années, parmi les premiers, donc, que la choline était utilisable dans l'adénocarcinome prostatique, et on avait obtenu l'AMM à l'époque dans une étude sponsorisée par l'industrie. Voilà. Donc, foin des parathyroïdes dont on parlera une autre fois, mais pour lequel donc, on a eu beaucoup d'avatars. Et donc, dans l'adénocarcinome prostatique, on s'est intéressé à la nouveauté qui est le PSMA11. D'ailleurs, il n'est pas certain qu'on ne le retrouve pas un jour dans les parathyroïdes, puisqu'il y a certains adénoparathyroïdiens qui surexpriment le PSMA. Voilà. Pour le moment, le PSMA, c'est l'avancée, et la choline va certainement reculer par rapport au PSMA. Donc si ça se trouve, l'avenir de la choline, c'est les parathyroïdes. Si ça se trouve. Voilà. Bon, donc vous le savez tous, hein, c'est un truc qu'on a fait avec Gauthier pour être didactique. Donc vous savez tous que le PSMA, c'est un antigène de membrane qui est donc transmembranaire, hein, et qui est surexprimé dans de nombreux cancers. Il n'est pas plus spécifique de la prostate qu'autre chose. Et on a longtemps erré avec cet antigène, cette structure, parce que justement on l'a considéré comme un antigène. Donc il y a eu des anticorps qui avaient été mis au point contre le PSMA, et c'était l'origine d'un radiopharmaceutique utilisé aux États-Unis qu'on appelle Prostacin, ou on appelle Prostacin, qui est un anticorps anti-PSMA. Les résultats ont été catastrophiques, hein, parce qu'ils ont trouvé le moyen de le marquer en plus à l'indium 11, ce qui est quand même pas terrible. Et puis, justement, la liaison d'un anticorps, enfin, on sait bien qu'il y a des tas de liaisons non spécifiques, en particulier dans la moelle osseuse, qui n'aident pas les détections des métastases osseuses. Bref, le PSMA avait donc été complètement éclipsé par la choline, hein, en France, ou bien le FACBC qu'ils ont lancé aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler, qui essaye de revenir en France, je ne sais pas si jamais il trouve un marché, lui. Enfin bon, bref. Donc tous ces traceurs sont maintenant un peu éclipsés à leur tour par des ligands du PSMA, c'est-à-dire qu'au lieu de le considérer comme un antigène, on s'est aperçu qu'il avait une fonction enzymatique, et que du coup, cette fonction enzymatique permettait d'avoir des faux ligands, hein, des faux substrats, et que ces substrats pouvaient s'accumuler donc, et révéler la présence du PSMA. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a plus affaire à un anticorps, on n'a plus toute cette problématique de lésions non spécifiques dans le système réticulum endothélial, et on a des images beaucoup plus propres. Et donc maintenant, je crois qu'à l'heure actuelle, plus personne n'utilise l'approche anticorps avec le PSMA, tout le monde utilise des ligands. Alors il y a une longue liste de ligands. Hein. Celui qui a le vent en poupe pour le moment, c'est le PSMA 11. C'est pour ça que je fais toujours très attention, contrairement, parce que j'essaye de mettre un peu les choses au clair, c'est pas facile, hein, on voit des tas de trucs, j'ai des demandes de scintigraphie au FDG, des demandes, enfin des trucs, c'est ridicule. Bon, et ben, beaucoup de gens parlent maintenant de la TEP au PSMA. C'est pas vrai, hein, elle n'est pas au PSMA la TEP, hein, elle est un ligand du PSMA. De la même façon que... bref, donc j'essaye de l'appeler, non pas PSMA comme l'a fait mon collaborateur, mais PSMA 11. Voilà. Donc voilà la biodistribution. Ça ressemble beaucoup à la biodistribution de la choline, hein, plutôt moins quand même dans le pancréas, et nettement plus dans les glandes lacrymales et salivaires. Alors, renonçant à demander la PHRC, on a travaillé en autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire, vous connaissez probablement le statut, hein, c'est-à-dire comme pour un médicament qui n'a pas d'AMM et pour lequel on
qu'on utilise de façon compassionnelle lorsque tous les autres médicaments ont échoué. Donc c'est le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on peut demander une ATU pour faire du PSMA 11 quand on est quasiment sûr, par l'augmentation de la concentration sanguine de PSA, que le patient a un cancer de la prostate en récidive, et puis qu'on a tout essayé, y compris la choline, et qu'on n'a pas de résultat probant. Alors évidemment, c'est un petit peu lourd. Ça mérite d'ailleurs une discussion, hein, parce que évidemment c'est un peu lourd parce qu'il faut faire une demande de patient par patient. N'empêche que ça permet de se réfugier derrière la TU pour des mauvaises indications. De temps en temps, on a des patients recommandés à 0,2, on commence à nous demander de faire une TEP ou 0,1. Donc en récidive. Donc déjà ça permet, et puis en plus, ça permet, par le filtre de la choline, de résoudre une bonne partie des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des tas de patients qui nous ont envoyés pour TEP ou PSMA 11, et en fait, puisqu'on doit faire une choline, on fait la choline, et puis souvent, ça résout l'affaire. Alors, pourquoi est-ce que la choline a encore de beaux jours devant elle ou en France? Parce qu'elle est marquée au fluor. Et que du coup, on se fait livrer des foultitudes de choline, alors que le PSMA 11 il est marqué au gallium, et que du coup, il faut se le préparer à domicile. Autant le marquage au gallium est encore compatible avec les tumeurs neuroendocrines qui sont rares, bon, autant le marquage au gallium pour une pathologie aussi fréquente que le cancer de la thyroïde, que le cancer de la prostate, va finir par poser un problème. Hein, donc, je pense que dans pas très longtemps, on va voir arriver des ligands du PSMA marqués au fluor. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, comme c'est marqué au gallium, on a un petit débit, on a une longue liste d'attente, et donc on commence par demander que les gens aient une TEP à la choline. Nous, on le demande, mais on transmet à l'ANSM, qui de toute façon le demandera, de façon à... Et ça nous permet de résoudre déjà bien des problèmes, en fait. La choline, c'est quand même une bonne performance. Voilà. Donc on fait donc des ATU nominatives, hein, donc pour chaque patient. Alors l'ennui, c'est que ce qu'on fait là, pas plus d'ailleurs que ce qui se fait en Allemagne, en Autriche ou même en Italie, où ils en font très souvent en première intention, ça ne correspond à des critères d'enregistrement par des agences étatiques, hein, l'EMEA ou des agences nationales. Donc en Allemagne, ils utilisent un régime plus large encore que celui de l'ATU. Hein. Quelque part, c'est le service de médecine nucléaire qui est reconnu comme étant capable de décider quand est-ce qu'il fait des examens à tel ou tel malade. C'est une sorte de reconnaissance, de valorisation de certains services de médecine nucléaire de pointe. Et à partir de là, on en connaît un, hein, c'est enregistré ou pas? Je ne donnerai pas le nom. On en connaît un, et donc toute nouvelle molécule qui sort de son esprit ou de la littérature, 3 jours plus tard, il y a un patient qui en bénéficie. Hein. Bon, tant mieux. En France, évidemment, c'est pas du tout le même régime. Hein. Pour avoir une ATU, il faut travailler. Une ATU nominative. Voilà. Alors, d'ailleurs, si ça vous intéresse, au-delà de l'ATU nominative, il y a une autre solution qu'on appelle l'ATU de cohorte. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-là, justement, on édicte au niveau de la NSM des indications qui sont acceptables, et tous les patients qui sont dans ces indications-là, sous la responsabilité du labo qui délivre la molécule, tous les patients peuvent être imagés dans la mesure où ils rentrent dans le cadre de cette ATU de cohorte. C'est ce qu'on a eu avec l'Utathera pour la thérapie. Mais là, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là parce que pour qu'on puisse accorder une ATU de cohorte à l'heure actuelle, il faut que le labo puisse démontrer qu'il est très avancé dans son dossier d'AMM, puisque l'ATU de cohorte c'est une pré-AMM. Et donc, il doit maintenant, c'est pire qu'avant, hein, il doit maintenant démontrer qu'il peut déposer une AMM dans l'année qui suit. Dans l'année qui suit. Alors donc, tu penses que quand l'étude n'a même pas encore commencé, il est clair que l'ATU de cohorte, c'est pas pour demain, on l'aura donc pour du PSMA. Voilà. Alors donc défaut positif, on retrouve un petit peu la même chose qu'avec la choline, hein, en particulier de l'infection,
Et puis, dans les cancers, on en trouve alors là des tas. Hein. Certains le proposent dans le cancer du sein. Bon, bref. Bon. Et les faux négatifs, alors, il y a bien entendu les toutes petites lésions, hein, comme d'habitude, le problème de la résolution, et puis le fait que certains cancers de la prostate ne surexpriment pas significativement le PSMA. Il y a eu des études qui ont quand même été menées maintenant en Autriche, et ils s'aperçoivent qu'il y a des cas qui sont colline plus, PSMA moins, hein, ça existe. Alors, en passant d'emblée au PSMA, il y a peut-être des patients qui vont rater. Voilà, donc là c'est une comparaison de la colline et du PSMA. Vous connaissez. La biodistribution, on l'avait déjà vu. Alors, quelles sont les principales indications? Alors, la stratification initiale, c'est peut-être là, effectivement, où le PSMA peut apporter nettement plus par rapport à la colline. En stratification initiale, en colline, très souvent, c'est quand même la découverte des métastases osseuses. Heureusement, avec les dosages de PSA qui sont multipliés, c'est très rare qu'on diagnostique maintenant des gens qui en sont au stade métastatique osseux. Alors après, les métastases ganglionnaires sont d'interprétation délicate en stratification en colline. En particulier, vous savez que des lésions bilatérales inguinales, des ganglions inguinaux sont généralement pas des métastases. Au niveau du thorax, hein, toutes les localisations qu'on a dans le médiastin, au début, il y en a certains qu'on a fait vérifier par médiastinoscopie en général, ce sont des ganglions réactionnels. Bon, il y a souvent quelque chose derrière, de la silicose, un truc comme ça, enfin, mais il n'y a pas de métastase à ce niveau-là. Bon, et donc les métastases ganglionnaires sont parfois difficiles à avoir en colline. Et il semble que là, les métastases ganglionnaires soient mieux détectées avec le PSMA qu'avec la colline. D'après certaines données, on aboutit à une sensibilité de 33%, c'est quand même pas colossal, hein, encore. Hein. C'est un petit peu le même problème que le FDG dans le cancer du sein, quoi. Il y a une bonne valeur prédictive positive, mais la valeur prédictive négative, elle n'est pas terrible. Un autre avantage, on l'a pas mentionné sur cette diapo, c'est que, contrairement à la colline qui n'arrive pas à localiser le cancer au sein de la prostate, parce que il y a eu des études qui ont été faites, y compris chez nous, avec cette tentative hein, de réduire le nombre de biopsies en se faisant guider par la TEP à la colline. Ça ne marche pas bien, parce qu'en général, avec le cancer, il y a de l'inflammation, et que souvent l'inflammation fixe plus que le cancer, ça a bien été montré, puisqu'il y a eu des études par sextant, en se disant qu'on allait taper là où l'activité était la plus forte. Et bien même ça, très souvent, ce sont des zones qui sont inflammatoires. Oui, c'est la stroba réaction. Oui, c'est ça. Donc ça marche pas, vraiment pas bien avec la colline. Il semble que ça marche nettement mieux avec le PSMA. Hein, et là, il va y avoir la grande bagarre avec les ligands analogues de la bombésine qui eux aussi prétendent arriver à localiser le cancer primitif dans la prostate et à guider les biopsies. Voilà. Alors pour les récidives de cancer prostatique, eh ben, on a toujours une bonne sensibilité qui dépend bien entendu, enfin pas bien entendu, mais qui dépend toujours du PSA. Voilà. Bien. Et donc, on a fait une étude chez des patients qui avaient tous eu une TEP à la colline, puisque par définition, c'était le sine qua non pour avoir une ATU. Et il y a un impact chez les 2 tiers des patients. Évidemment, en général, si on nous envoie les patients, c'est que la colline était négative. Alors maintenant, on voit arriver des dérives dans les demandes de certains centres. Bien sûr, on voit des choses à la colline, mais quand même, on soupçonne qu'il y a quelque chose d'autre. Et ils veulent faire un PSMA quand même. C'est un vrai problème. Voilà. Bon, donc il faut être équipé d'un générateur de gallium. Vous savez que ça pose un petit problème pratique à l'heure actuelle. Heureusement, nous, on a fini par en récupérer un. Mais il y a un moment où on était vraiment quasiment exsangue. On fait des images dynamiques sur le pelvis au moment de l'injection, comme avec la colline, lorsque la tumeur est en place, hein, ou lorsqu'on soupçonne une récidive locale. Si on sait qu'il y a déjà des métastases à distance et qu'on fait du suivi, c'est pas forcément indispensable. L'image du corps entier 1 heure après injection, c'est plus tardif que ce qu'on faisait avec la colline. Et la dosimétrie, c'est la même que celle de tous les agents de TEP de courte vie. Hein. Alors vous allez me dire que le gallium a une demi-vie qui est moitié moindre que celle du fluor, donc on devrait réduire la dose, mais en fait c'est pas vrai parce que le gallium n'a pas 100% d'émission
en bêta+, et du coup on a toutes sortes d'émissions parasites qui font que la dosimétrie remonte. Et puis en plus l'énergie des particules bêta émises est 3 fois plus forte que celle du fluor, ce qui donne d'ailleurs un certain flou. Donc on tombe sur la même dosimétrie. Bon voilà, donc alors, on a fait un petit bilan à mi-octobre. 100% des patients étaient des hommes. C'est une donnée fondamentale. Voilà. Et c'est surtout la récidive qui domine, hein, parce que c'est celle où c'est le plus facile d'obtenir l'ATU. Bilan d'extension initiale, il faut vraiment insister. Hein. Quand vraiment on a du groupe à haut risque, hein, et que à la colline on n'a que la prostate, on est arrivé à avoir des ATU quand même en disant qu'il y avait de gros risques qu'il y ait des ganglions qui soient envahis, et qu'on sait bien que c'est meilleur avec le PSM. Mais même quand tu me dis qu'il y a des collègues qui te demandent en récidive, ce qui est la majeure partie. Moi, il me demande à rien, c'est Madame Cheval qui t'entend râle. Comment? Je dis quand on se retrouve, il ne faudrait pas le dire comme ça, mais quand on se retrouve ensemble dans le groupe de Madame Cheval, à l'agence du médicament, Oui. de temps en temps, elle arrive avec des demandes qu'elle trouve excessives. Ouais, mais pourquoi? Mais parce que si en récidive biochimique occulte, tu te retrouves avec 20 nanogrammes au lieu de 2, tu sais comme moi qu'il y a plein de modèles mathématiques qui montrent que la masse tumorale, si tu as 3 ganglions qui se battent en duel, qui sont détectés en colline, ça n'explique pas un taux de concentration plasmatique. Je suis si tu d'accord. prends la libération prolongée du PSA, qui est le témoin reflété dans le sang, Après, c'est pas possible. je suis d'accord. Mais non, mais là, je suis assez d'accord. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, si tu veux, c'est que comme c'est des ATU, on n'a pas un retour. On devrait, mais ils ont tort. Ils devraient retourner à la NSM en disant regardez, on avait bien raison. Ouais. Voilà ce qu'on voyait en colline, voilà ce qu'on a vu après. Tu vois, en colline, c'est la partie émergée de l'iceberg. Oui. Mais tu es sûr que tu as la moelle qui est infiltrée, c'est un 20 nanogrammes par millilitre, et que tu trouves un ganglion d'une chaîne ilioptiratrice avec 20 nanogrammes en récidive après traitement carcino, c'est pas possible. C'est pas le ganglion qui est oui, fautif. mais à partir de là, c'est une discussion intéressante parce que, puis il faut pas que je prenne le crachat tout ça, à partir de là, on peut aussi se poser la question de savoir si la prise en charge, quelle est la prise en charge prévue. Je suis d'accord, bien sûr. Parce que si la prise en charge c'est de l'hormonothérapie, tu es quand même d'accord avec moi que c'est peut-être pas la peine d'aller lancer toute cette affaire. Non. Bon, alors il y avait des fois où il est un peu furax parce que il faut être raisonnable dans les demandes. Bon. Allez, donc comparativement à la FCH, évidemment, on a des négatifs, des positifs, mais on lève beaucoup. En colline, il n'y avait que 8 positifs. On lève. C'est dans la récidive, comment il m'a fait ce tableau là. Attends, négatif, positif 78, je sais pas pourquoi il a pas mis le rond là. Enfin, pourquoi pas? Enfin, le gros rond, c'est quand même celui-là. Hein. Ouais, de toute façon, c'est les paires discordantes qu'il faut que tu retiennes. Oui, évidemment, oui, c'est pas les paires concordantes. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Les paires discordantes, il y en a 78 dans un cas. C'est-à-dire que tu as 8 positifs en colline et 116 en PSM. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais c'est biaisé, hein. Quand la tête est négative. Oui, mais bon, il faut être clair que c'est biaisé. C'est-à-dire que les malades qu'on nous envoie sont a priori négatifs ou douteux. Hein. Donc, voilà. Sauf ceux qui ont insisté en dépit d'une positivité qui tombent là. Oui. C'est-à-dire qu'on peut admettre les douteux, quoi. Mais les positifs, je sais même pas comment on a réussi à les avoir en ATU. Bon, voilà. Donc, alors, bon, l'élément intéressant quand même, c'est les ganglions pelviens hein, qui sortent bien, qu'on voit vraiment bien. Et puis, aussi l'os, parce que, comme vous avez vu, le bruit de fond est nettement moindre au niveau de la moelle osseuse saine, et on arrive quand même à sortir des petites métastases initiales dans la moelle osseuse qu'on ne voit pas bien avec la colline, qui a un bruit de fond plus élevé. Et ça, c'est pareil, quand tu me dis, ça, quand on a la situation, quand tu trouves une micrométastase osseuse qui est positive en SMA ou en colline, les cliniciens nous demandent qu'est-ce qu'on en fait, même si on l'irradie.
Non, mais non. Si c'est pas douloureux, tu vas pas irradier. Oh Si c'est Oh, pas. je suis pas sûr, non, hein, si il y c'est en a pas- qui le font. Hein. Non, si c'est pas biopsiable, c'est trop petit, c'est condensé, c'est Oh, trop tu- petit, c'est à peine condensé. Après, on est. Ouais, pourquoi après, tu- le problème de la. Ça dépend à combien le PSA, mais sinon tu fais une séance de radiothérapie, tu vois s'il baisse, hein, ils font ça, et si ça baisse, ils continuent. Mais tu sais que ce ne sera pas la cause de cette métastase de petite taille solitaire osseuse qui est Alors, l'ascension aussi importante. Ah, ça du- dépend à combien, si PSA. t'es à 20, je suis d'accord avec toi, si t'es Mais à Fabio, 0,4. ça nous pose problème quand on Si dit t'es à que- 0,4, Ouais. c'est pas pareil. Hein. Après, il faudra faire des études à long terme pour démontrer que tu as une amélioration de la durée de survie. C'est Ah bah, pas il mal faut à la veille. Hein. il faut les suivre surtout, Ah il faut oui. les suivre au moins à 6 mois. Hop, en prostate. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire, mais si tu veux faire de la survie, même la Non, survie si tu veux progression, voir c'est l'évolution des micro-métastases bon. osseuses. Bah, attends, en général, quand tu les vois, tu essaies de les traiter. Enfin bon, bref. Donc ici, ça c'est quand même un point, hein, c'est que on retombe hein, sur 1 nanogramme par millilitre. Hein. C'est vrai que en dessous d'1 nanogramme par millilitre, le taux de positivité est quand même plus bas. Je sais qu'il y a des Allemands qui publient des résultats absolument meilleurs que les nôtres. Alors soit ils sont vraiment meilleurs que nous, soit c'est pas une étude rétrospective. C'est-à-dire que tous les patients qui te gênent un peu, tu as toujours une bonne raison de ne pas le mettre dans l'étude. Quoi. C'est toujours le problème. 46% pour. C'est pas si mal. Bah ouais, pour MRT, plutôt plané que. Oui, mais Négatif colline, négatif IRM, 46%. C'est vraiment c'est pas mal. jeté à la- Oui. Non, je suis d'accord. Voilà, bon, bah, donc tout ça on a vu. Il faut qu'on se dépêche. Bon, alors il y a des cas cliniques, si ça vous amuse, on va les regarder. Voilà. Donc des récidives avec nadir indétectable, élévation protective du 3 nanogrammes, c'est fastoche. FCH négative. Bon, bah, là, je pense que. Donc on a des atteintes des vésicules séminales. Oui. Donc là il a un Gleason 6, un dernier dosage est 0,12. On prend du 0,12 maintenant, on va dire. C'est positif, il a plus. Ah oui. Mais il avait une fraction capsulaire initialement ou pas? Il était T3 ou T2? C'est ça on aurait pu- Si c'est pas un risque, c'est sûr qu'il n'y a pas. Et lui, non. Il avait C'est pas- vraiment un bas risque. pas de hein. fraction. Un bas risque, c'est. C'était. Et en plus, la colline est positive, on a réussi à avoir une ATU. Bah, dis donc, quelle chance. Et qu'est-ce qu'on a vu? Bah, on a vu un joli petit ganglion. Et puis il a une récidive dans la loge. Ouais. Ah, une absence. Alors attends, il est vicieux notre ami. Si ça se trouve c'est la colline ça. Puis il va savoir toi. Ah, c'est- Vu la Bah, si, moelle, parce qu'elle- vu la moelle, c'est possible. Hein. Ouais, la en fait, vicieux. ça doit être la colline. Ça doit être la colline et ça c'est le PSM en 11. Retresse. Résultat des courses, c'était un faux positif de la colline. Enfin, probablement. C'est dans le- Après qu'il y a la flèche qui a orienté quand même pas mal. Non, ça c'est trop, c'est trompeur. Hein. Il s'est dit je vais filer ça au patron, qu'est-ce qu'il va se ridiculiser? Bon, bah évidemment il ne met pas les traceurs. Parce que honnêtement c'est pas facile sur une coupe de savoir faire la différence entre du PSMO et de la colline, c'est pas évident. Bon. Alors, Rising PSA, combien? 1,78, 2,62. Oh bah alors là quand même. C'est FDH. négatif, hein. Considéré comme négative. Là, je pense qu'on peut voir la différence de façon assez significative. D'accord. Oui. Alors, un autre. 1,24. Bah, là, je pense que. Ouais. Hein, bon, Ouais. d'accord. En colline, on va. Ça marche quand même bien au niveau des ganglions. En colline, rétrospectivement, c'est toujours pareil, une fois que tu le sais, hein, il y a un vague truc là. Hein. Ah, c'est drôle parce qu'ils font quand même une radiothérapie à la loge de prostatectomie, alors qu'après prostatectomie, ça restait. Ouais. Normalement, c'était pas grave. Non. Ils s'acharnent. Ils s'acharnent. Quand ils savent pas, c'est ce qu'ils font. Ouais, parce que statistiquement, ils savent Ouais. qu'il y a une récidive locale et ils tirent au jugé. Non, mais quand c'est la récidive, mais quand Ouais, c'est c'est la récidive. élevé post-opératoire, souvent c'est sur du ganglion. Ah Donc oui, un ganglion ouais. sufficulaire gauche. Ah, il avait quand même été considéré comme douteux en colline. D'accord. Et la radiothérapie a fait chuter le PSA. Donc. Alors, qu'est-ce que j'ai? Encore un autre. Combien il est? 110.
Ah bah alors là, c'est de plus en plus fastoche. C'est de plus en plus fastoche. N'empêche qu'à 105, la colline et les RM Corantier étaient négatifs. C'est quoi, il y a un Corantier sur ça? Ils en font aussi. Oui, mais. Alors attends, on peut réfléchir avant. Bon. Alors tu veux réfléchir avant. Moi je réfléchis après, c'est plus facile. Parce que- On a la réponse. Vas-y. Bon. Il est beau là. Bah, on va pas grand chose. Non, mais t'as un artefact de bordure en bas, hein, sur ton MIP. Oui, ça, je suis T'as un d'accord, disque enfin. qui doit te modifier. Ça là, non, c'est de la V6 ça ou c'est- 110, hein. 110 quand même, ils ont regardé beaucoup de choses. Hein. Et alors là, il est toujours aussi vicieux, il dit pas où est le. C'est-à-dire que tu. C'est la carcinos. Oui, c'est la carcinose péritonéale là. Là, c'est Là. Il est toujours aussi vicieux, il dit pas où se trouve la colline et où se trouve le PSMA. Je pense que vu l'os, ça doit être. S'il n'y a pas trop de temps. Ouais, ça doit... À gauche, hein. Moi je mettrais le PSMA à gauche et la colline à droite, oui. Faudrait quand même qu'il le fasse, hein, à mon avis. Bon voilà, allez. Je vais vous laisser la parole à mon successeur.